Alors, pour vous présenter ces différentes classifications, c'est pas moi qui vais travailler, c'est vous. Pas en levant la main, ça va être compliqué, mais vraiment en réfléchissant vous-même aux différentes classifications qui existent en psychiatrie. Classifications, vous en connaissez. Il n'y en a pas tant que ça. Hein, j'entendais dire, oh, mais il y en a plein qu'on ne doit pas connaître. Il n'y en a pas tant que ça des systèmes principaux. Il y en a une qu'on connaît très bien, de classification. Il y en a d'autres qui lui ressemblent, en effet, des latines, des chinoises. Mais des systèmes, des grands systèmes, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, je vais globalement vous présenter les principales, hormis deux. Il faut savoir que dans ce petit test que je vais vous faire, il dure 7 secondes. Et il va falloir classer les entités dans deux catégories, en fonction de vos critères. Donc faites simple, faites humain, pratique, empirique, et en fait, un bon psychiatre. Voilà. Donc, bon, j'espère que vous... Enfin, la plupart d'entre vous ont sans doute trouvé les bleus, qui représentent les troubles bipolaires, et les jaunes, qui pourraient, par exemple, représenter le spectre de la schizophrénie. On le voit bien sur la tête des personnages, d'ailleurs. Donc en fait, vous avez rangé ces entités en fonction de ce que vous voyez. Bon, et ben, très bien. Mais si on se plonge un peu dans la vie de ces personnages, il n'y a pas le son, mais là il dit Piti, Poutou, Piti, Poutou, Piti, Poutou. Voilà. L'idée, bon, on va censurer la fin, mais c'est de dire que on a mis séparément le poutou jaune et le poutou bleu, mais en vrai ils vivent dans le même monde. Quand on regarde l'histoire de ces personnages, si on ne s'arrête pas aux couleurs, hein, si on ne fait pas comme, prenons par exemple l'apartheid, on met les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, qu'est-ce qu'on remarque? Que non seulement l'histoire de l'espèce est la même, mais l'histoire individuelle est peut-être la même. Et inversement, elle est peut-être différente entre deux poutous bleus. Donc vous voyez qu'on accède à une autre manière de classer les choses lorsqu'on accède à l'histoire, lorsqu'on fait parler, lorsqu'il y a la narration qui intervient dans la manière de classer. Et il existe des systèmes qui refusent toute narrativité. On appelle ça des systèmes classificatoires hyponarratifs. Bon, eh ben, ils sont pas différents, et vous les avez classés différemment parce que vous avez classé différemment les bleus et les jaunes, en fait parce qu'il existait d'autres bleus et d'autres jaunes. Donc c'est un peu comme si vous disiez, ah, il y a de la schizophrénie et des troubles bipolaires parce que... Enfin, il y a des troubles bipolaires parce qu'il y a de la schizophrénie, enfin, c'est complètement absurde. Donc là, c'est l'idée de dire, on va les mettre ensemble, et en fonction de leur même... de, et on s'en fout de la couleur, en fait. Très intéressant. On a fait une séparation, et c'est pas vraiment une classification, et c'est ça qui est important. Et c'est là aussi où je dis que le terme de classification a à comprendre au sens large, en termes de modèle. Alors par exemple, ce que ça permet, ce genre de classification qui s'appuie sur l'histoire de la personne, ça permet d'éviter de se retrouver embêté devant ce genre d'entité. Jaune et bleu. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle un trouble schizoaffectif, ce mignon ou cette licorne. D'accord. Un trouble schizoaffectif, on crée une nouvelle entité parce qu'on peut le mettre ni dans le jaune ni dans le bleu. Bon, on crée une entité au milieu, quoi. Très bien. Bon, ça marche. Nos classifications augmentent le nombre d'entités. Ça marche jusqu'à un certain point. C'est que, bien sûr que la comorbidité, elle est inhérente à l'humain. Bien sûr qu'un humain, c'est comme ça, il ne va pas présenter qu'un trouble psychiatrique. D'accord, mais il y a ce qu'on appelle une comorbidité artefactuelle. C'est-à-dire que la classification, elle peut créer de manière erronée des comorbidités pour se justifier elle-même. Donc ça, c'est dangereux, et c'est aussi la raison de l'apparition des NOS, Not Otherwise, des noms autrement spécifiés. Et on a quand même envie donc de retourner une classification voilà, qui prend en compte l'histoire de la personne. Alors on en aborde une autre, c'est une troisième, donc je les nomme toujours pas.
c'est qu'il se base sur des critères beaucoup plus formels pour séparer. On a dit on n'est pas très content de séparer juste en fonction de la couleur. Hein, ça fait assez de mal dans le monde comme ça. Alors, est-ce que vous connaissez un critère voilà, très formel, on va dire scientifique, qui permet de séparer en deux? Ben, il y en a un, finalement très fondamental, hein, qui est neutre d'un point de vue théorique, globalement neutre, mais qui appartient à un style de pensée, à une croyance, à un style de raisonnement, comme dit Anakin. En fait, c'est, comme dit Crombie et Anakin par la suite, et Ruffy, c'est en fait l'idée que les maths puissent permettre de mettre d'un côté et de l'autre nos entités. Alors, les maths, en médecine, ça s'appelle les statistiques. Donc en gros, c'est une idée de prendre les torchons et les serviettes, de disposer devant deux paniers et de mettre les torchons et les serviettes dans chaque panier, voire les torchons bleus et les jaunes dans un et d'autres couleurs dans l'autre. Bon, eh bien, c'est une approche qui est dite bottom-up. On part du terrain et on met dans les catégories. C'est différent d'une approche bottom-up, du bas vers le haut. C'est différent d'une approche top-down, qui est finalement l'approche de la première, une approche qui ressemble à la première classification que j'ai citée, qui dit on a des catégories, on met les entités, les maladies dedans. Pas les malades, les maladies. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les malades, on regarde comment ils sont, et on les met dans des paniers. Là, pouvant être des fruits et des légumes, par exemple, en fonction de certains critères. Donc on labellise des ensembles, ce qu'on appelle des clusters. Alors ça ressemble à ça. On a des signes devant nous, on en fait des sous-dimensions, puis des dimensions, des spectres, des superspectres, et il y a également un consortium international et de nombreux débats autour de ce genre de classification actuellement. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas encore dit. C'est que là, si on regarde, c'est que la psychiatrie, elle est clinique. Bien sûr, on parle à une personne. Mais est-ce que c'est parce qu'elle doit être clinique avant tout qu'il faut refuser tout ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est parce qu'on s'attache à des caractères macroscopiques que l'on doit refuser toute caractéristique microscopique? Eh bien, regardez ce qui se passe. Quand on prend, quand on prend nos entités, nos sujets, nos catégories, nos maladies, nos personnages, eh ben, on s'aperçoit qu'ils ont tous le même cerveau. On a fait tous foin alors qu'en fait ils ont le même cerveau. Ils ont tous le même. Mais en fait, on pourrait comprendre, on pourrait imaginer une classification, et elle existe, basée sur, bon, on va dire, les différences entre les cerveaux. Il y a des différences microscopiques qui peuvent permettre de classer les choses. Alors, bon, en fait, dans la plupart des spécialités, à part peut-être la dermatologie, c'est le cas. Prenez la rhumatologie, on utilise le facteur rhumatoïde. Mais vous prenez une autre science, vous prenez la botanique, la zoologie, ça fait longtemps que c'est la mâchoire des poissons qui permet de les séparer. Et en botanique, ça fait longtemps qu'on ne s'arrête plus à la, aux caractéristiques des feuilles, mais vraiment à d'autres entités microscopiques qui les composent, qui composent ces plantes. Bon. Alors, en médecine, vous allez me dire, oui, mais bon, on classe en fonction du traitement, parce qu'on classe en fonction de nos attentes. On est d'accord. Premièrement, il y a des traitements qui se basent sur d'autres échelles que la clinique. Je pense à la remédiation cognitive, mais en fait à la TCC qui prend en compte des schémas. Alors, je ne dis pas qu'on va faire une classification basée sur l'analyse fonctionnelle en TCC ou sur des paramètres neuropsychologiques, voire même c'est largement décrié. Mais en neurosciences, on fait du neurofeedback basé sur les caractéristiques ondulatoires de certaines parties du cerveau. Et puis il faut penser que si notre classification, que j'ai toujours pas citée, principale, fonctionne si bien, c'est parce qu'elle ne répond pas uniquement aux cliniciens. Nous sommes une goutte d'eau dans un monde social. La psychiatrie a une branche politique, elle a une branche anthropologique, elle a une branche d'économie, de santé, d'éthique, de droit. Et la classification doit être universelle, enfin ça c'est mon avis, et
et du coup, c'est gênant de... Ah, je sais plus ce que je disais. Bon, en tout cas, une classification existe de cette manière qui prend des paramètres microscopiques et macroscopiques et même des phénomènes auto-rapportés par le patient. Alors, voilà, si on se résume, on a ces 4 classifications que j'ai citées: sémiologique, psychodynamique, hiérarchique et neuroscientifique. Donc, est-ce que vous savez toutes les nommer? Une classification sémiologique, comment elle s'appelle? Le DSM et la CIM. Il y a une classification chinoise des maladies, il y a une classification latine, il y a même une classification française des troubles mentaux, CFTM révisée, qui a eu sa première révision en 2015, alors que c'était depuis 1978 qu'elle ne l'avait pas été, et il y a la même pour les enfants et les adolescents, très intéressante. Il y a une classification, on va dire, hiérarchique, que j'ai citée, voilà, c'est le DSM. Alors le DSM avec toutes ses critiques, avec tout ce que ça entraîne. C'est vrai que niveau fiabilité et validité, ça peut porter à confusion. Et notamment, il n'y a pas d'inclusion franche des critères de la science actuelle dans cette classification. Au niveau de ce qu'on appelle les ITOP, la Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, on a une classification qui est définie, comme je vous disais, avec des paniers, des torchons et des serviettes. Ça met ensemble des signes qui vont toujours ensemble. En gros, si à chaque fois que quelqu'un bave, il est bleu, ça fera une dimension, bavé et bleu, et etc. Donc ça fait des catégories qu'on retrouve, qui ne ressemblent pas vraiment à nos catégories, par exemple de schizophrénie, de troubles bipolaires, mais qui les recoupent très très bien, et qui finalement sont nommés troubles internalisés, troubles externalisés, et très intéressants. En tout cas, la matrice des RDoC, les Research Domain Criteria, c'est une matrice qui se base avec des colonnes, où intervient chaque niveau d'explication. Un niveau d'explication, c'est on part du plus gros, on va au plus petit. Il y a les comportements et les mesures subjectives et l'environnement, et puis on regarde un peu plus dedans, il y a les circuits neuronaux, il y a la physiologie, il y a les cellules, il y a les gènes et il y a les molécules, et il y a les molécules et les gènes, et en fait ça permet de mettre ces échelles, ces différents niveaux d'analyse, hein, avec des systèmes dimensionnels. Donc un système de valence positive, de valence négative, cognitive, et un système social, un système d'éveil. Voilà. Et enfin, on a très limité niveau de translation en pratique et translation clinique. Et on a une classification psychodynamique, alors qui pour moi n'a pas d'intérêt dans sa première partie, même si sa deuxième partie est fondée sur des mécanismes mentaux très très intéressants. Et en fait, le fait de classer les gens en névrosés psychotiques est moins intéressant que finalement cette manière de raisonner, là on sort un peu de la classification elle-même, manière de raisonner qu'on retrouve également dans la phénoménologie, qui s'intéresse au sujet en faisant table rase de toute hypothèse théorique. Bon, j'ai pas cité 2 classifications qui sont des classifications computationnelles, c'est-à-dire basées sur des ensembles, sur des... classifications computationnelles, des classifications qui sont dites ontologiques par le text mining, c'est-à-dire qu'on regarde tous les textes par exemple, de compte rendu, et on regarde lesquels reviennent ensemble. Donc, je vais juste prendre un exemple avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, la deuxième partie de ma présentation, qui va vous présenter une ultime classification, une ultime manière de penser. C'est en prenant l'exemple du DSM, comment ça marche. C'est quoi le modèle, la théorie qu'il y a derrière le DSM? Eh bien c'est ça. C'est la théorie d'une variable latente. Alors là, personne n'a jamais entendu parler de ça, moi le premier, il n'y a pas longtemps. C'est que on peut être critique vis-à-vis du DSM pour des raisons extrinsèques, comme les lobbying des laboratoires, le non-athéorisme qu'il revendique pourtant, la pharmacologie qui lui est intimement liée, mais pour des raisons intrinsèques aussi. Sa sensibilité, sa fiabilité, sa validité. Et en fait, pour
tout cela, il y a des réponses de la communauté scientifique qui disent peut-être, mais bon, hein, c'est quand même un truc qu'on a le mieux, et en tout cas, qui de manière plutôt équilibrée combine tous ces paramètres de manière convenable, et ça nous va. Très bien. Sauf qu'au fond, il y a un mécanisme qui fait que elle est basée sur du vent. Elle est basée sur une catégorie, par exemple la dépression, qui n'existe pas. Vous avez des troubles, concentration, symptômes. La personne arrive avec ses troubles, elle ne va pas vous dire j'ai une dépression. Elle vous dit j'ai une dépression parce qu'elle-même s'est construite cette catégorie en lisant, en apprenant, en vivant, à partir des symptômes qu'elle ressent. Elle ne ressent pas la dépression. Elle s'étiquette elle-même la catégorie dépression. Donc vraiment, un de mes combats pendant ces 30 dernières minutes, ça va être de dépasser ce mécanisme qui est dit la variable latente. Et cette variable latente, c'est cette catégorie cachée qui n'existe pas, artificielle. Bon. C'était un aparté pour en fait reprendre ce modèle-là, parce qu'il donne envie de quelque chose. On voit là, j'ai mis quelques classifications, on peut mettre le mot psychiatrie au centre. La psychiatrie, ça c'est nous. On voit qu'il y a au moins 4 classifications, et encore j'ai réduit, 4 manières de penser, donc 4 mondes différents. On n'a qu'une envie, on est d'accord, c'est que ça se réunisse. Alors, bien sûr ça existe, je n'en parlerai pas. Bien sûr, ça a un nom, et c'est plus une manière de penser qu'une véritable classification pour le moment. C'est tout nouveau. En tout cas, c'est en plein essor. Énormément de discussions dessus, sur des blogs, sur des débats. Ça se publie très très bien, tout ce qui tourne autour de ça. Et alors, vous allez me dire, oui, bon, bah là tout de suite on a l'ensemble du modèle biopsychosocial. Il y a du bio, il y a du psycho et du social. Très bien, on va revenir dessus. Il y a aussi la systémie, ah bah oui, il y a le structuralisme, les théories de l'information. Alors, pour comprendre comment interagissent comme ça à plusieurs niveaux, vous voyez, le bio, le psycho et le social, on va dire, globalement avec ces 3 cases, pour comprendre comment ça interagit ces niveaux d'explication et ce système, il va falloir revenir à des bases un peu plus théoriques. Une seule diapo. Okay. Une seule diapo sur ces bases théoriques qui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est le pluralisme. Alors, le pluralisme, ça veut dire qu'on utilise une pluralité de représentations pour regarder la maladie mentale ou le trouble mental. On va accepter différents courants en un seul, et dans ce cas-là, on est dit pluraliste. Alors, voilà, il existe plusieurs types de pluralisme, et avant d'aborder ces pluralismes, on a une approche qui s'appelle le holisme. Holos, ça veut dire tout, c'est-à-dire qu'on prend tout, on met tout dedans, et c'est le modèle biopsychosocial. Alors, on a un peu des mythes en médecine, on croit que la médecine, elle avance, on est d'accord, il y a, je crois, 4 millions d'articles par an scientifiques qui sont publiés chaque année, donc on imagine qu'il y a une très grande proportion d'articles médicaux, la science avance à une vitesse incroyable. Par contre, on a cette croyance, encore une fois, que les sciences humaines derrière, oh bah non, elles sont stagnées au modèle biopsychosocial d'Engel en 1977, et depuis on fait avec les nouvelles technologies. Non, ça a énormément évolué. Donc j'ai une demande, c'est d'arrêter d'utiliser le modèle biopsychosocial et de plutôt se revendiquer pluraliste. Parce que le modèle biopsychosocial est donc holiste. Holiste, ça veut dire qu'il accepte tout. Et accepter tout, ça veut dire qu'on est obligé d'accepter tout. Et en fait, pour nous médecins, on se comprend avec ce mot, très bien. Sauf que de la société et de beaucoup d'autres gens, on ne peut pas comprendre. Moi déjà, je ne comprends pas comment je fais avec du bio, du psycho et du social. Je ne vois pas comment ça interagit ensemble, je vois pas comment je vais prendre les 3, je vois pas comment je vais... En clinique, on fait un peu des 3, on est d'accord, mais je parle d'une classification. Alors, si on met de côté ce modèle biopsychosocial, on aborde le pluralisme qui est dit tacheté. C'est que là, on a plusieurs théories qui vont ensemble, vous allez voir, ça ressemble un peu, et en fait, c'est le vrai modèle biopsychosocial, il est tacheté, c'est-à-dire que chaque tâche,
c'est un ensemble de lois qui voient le monde d'une manière différente, qui définissent des objets différents. Donc on a des objets différents sous chaque tâche. Et la psychiatrie est faite de cet ensemble de tâches, c'est cette panthère. Après, vous voyez, là, on accepte que toutes les lois sont ensemble. En fait, le vrai modèle biopsychosocial tel qu'il est, c'est que il est antidémocratique. Il n'accepte pas ses congénères. Le bio n'accepte pas que la psychologie explique les mêmes choses que lui. La psychologie, vous voyez, même vous, quand vous parlez à un patient, vous expliquez quelque chose grâce à la sociologie, à l'empreinte sociale, vous expliquez autre chose grâce à l'empreinte psychologique. Bon, c'est le même mécanisme que vit le patient là. Il va peut-être prendre le mieux pour lui, très bien, mais il ne va pas prendre les trois. Très bien, le pluraliste acheté est intéressant, mais on peut faire mieux. Le pluralisme saupoudré, c'est qu'en fait il va prendre plusieurs niveaux d'analyse, du social à la génétique, en gros, et il va utiliser certains d'entre eux, par exemple la psychologie et plus ou moins les molécules, pour comprendre la dépression. Par contre, quand il s'agit de comprendre les addictions, il faut prendre en compte la génétique et la psychologie. Et ce qui en fait explique le phénotype est concentré à plusieurs niveaux. Voyez, donc la schizophrénie, par exemple, elle s'explique mieux au niveau biologique. Voilà. Mais bon, là, ça veut dire qu'on va choisir en fonction de nos attentes. C'est comme je disais tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un en santé publique, il va choisir un niveau très social, il va expliquer la schizophrénie d'un point de vue de la santé publique, et voilà. Alors, en fonction, on va faire de la prévention, on va regarder autre chose. Si on va faire de la médecine, de la recherche fondamentale, on va plutôt regarder un sujet. Et puis, on peut regarder de tout en bas le génome en fonction de caractéristiques cliniques. Donc si on agit sur le génome, qu'est-ce que ça fait en clinique? Donc on saute des dimensions. Vous voyez, ça permet de manier de manière beaucoup plus souple les différentes dimensions. Bon, on est tous à peu près là. Hein, je dis qu'il ne faut pas utiliser le modèle biopsychosocial, mais le terme, il ne faut pas l'utiliser. Au fond, on raisonne tous comme ça. On utilise différemment différents niveaux. Donc disons-nous pluralistes. Parce que ça permettra aussi de rejoindre le discours des sciences humaines qui utilise ce mot-là, pluralisme. Tapez pluralisme, vous verrez les millions d'articles qui sortent. Mais ces deux pluralismes, ils renforcent quand même l'éclatement de notre discipline. Il en existe un dernier. On peut considérer que chaque niveau interagit avec l'autre. Je vais faire simple. En génétique, vous avez la génétique qui explique, qui favorise l'addiction à l'alcool. L'addiction à l'alcool, et ben hop, elle va faire que vous buvez plus. Il y a une tolérance qui est expliquée au niveau des molécules, moléculaires, et puis ça va modifier votre comportement, vous allez aller plus dans le bar, donc l'environnement fait que vous buvez plus parce que vous êtes au bar toute la journée. Comme vous êtes au bar toute la journée par des mécanismes, on va dire, épigénétiques, etc., on remodifie sa génétique de manière durable. Donc vous voyez, il y a des boucles qui sont causales, c'est-à-dire qui s'expliquent les unes avec les autres. Alors vous imaginez bien que ces classifications qui sont ensemble, on peut les expliquer de manière causale. On peut expliquer que l'une interagit avec l'autre. C'est ce qui a été fait. Par exemple, si chaque point ici est un animal dans un zoo, on voit comment ils interagissent en fonction de leurs critères. Ça a été fait en médecine. On voit quels sont les signes communs entre différentes pathologies. Et tout ça, ça vient des théories de l'information, de la biologie des systèmes et de la systémique. Ça a été appliqué aux réseaux télécoms, aux réseaux sociaux, et on l'applique de plus en plus en psychiatrie. Ces réseaux causaux, je voulais vous expliquer rapidement pourquoi on dit causalité, alors qu'en statistique on n'utilise que des corrélations, mais c'est parce qu'en gros, ils créent une syntaxe et une sémantique pour la causalité. Mais je ne vais pas rester sur ça. Là, peut-être que vous reconnaissez. Borsboom, aux alentours de 2000, entre 2000 et 2010, a appliqué à la psychiatrie ces réseaux causaux, et bien ça c'est le DSM. En fait, ce qu'on voit à chaque couleur, c'est des catégories de troubles. Chaque trouble interagit avec des autres parce qu'ils ont des symptômes en commun. Alors pour mieux comprendre à quoi ça sert, on va prendre un réseau simple. Vous allez voir en psychopathologie à quoi ça sert. Alors là,
on voit qu'un réseau, il a des propriétés. Si, ici, on a donc le réseau des relations sexuelles à la Jefferson High School, les points roses et les points bleus, et on voit que par exemple, on a un hub, un point rose qui est là, en haut du cercle, c'est un hub pour toute une branche. On comprend que, voilà, si ce point rose, c'est par exemple une gare, vous voyez que ce point, il a une force. Cette gare, elle est traversée par de nombreux trains. Il a aussi une proximité avec de nombreuses autres personnes, et en plus de ça, il a ce qu'on appelle un entre-deux, une betweenness, c'est comment il est relié, comment c'est une station de transit, comment il connecte tous les autres nœuds. Donc là, on a dit, oui, ben là, les nœuds, c'est des gens, les nœuds, c'est des maladies. Et bien, vous savez quoi? Borsboom, il a eu une idée fabuleuse. Et c'est un peu le nouveau Piaget ou le nouveau Freud de cette théorie qui est plus qu'une classification. Parce qu'il a dit, ces points, on ne va pas dire que c'est des maladies ou des catégories. On va dire que c'est des... En gros, on avait le DSM avec un modèle particulier de variable latente. Vous vous imaginez que si je vous ai parlé de ce modèle à variable latente, c'est parce que, eh bien, il y en a un autre. Là, les symptômes, ils agissent entre eux. Donc en fait, on s'arrête aux symptômes sans aller chercher derrière la mythologie de la catégorie qui étiquette et stigmatise plus qu'elle ne sert. Bon, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça résout le problème des comorbidités dont on parlait tout à l'heure. Ça peut faire rentrer des paramètres du RDoC, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des paramètres dimensionnels basés sur différentes échelles d'analyse. Ça évite de réifier les catégories diagnostiques, et donc en fait ça les met dans une dynamique. Donc ça prend en compte des dépendances temporelles entre symptômes. Voilà, la même diapositive. On a donc une co-occurrence des symptômes, et en fait chaque personne va être différente. Vous voyez, on peut penser des transitions douces. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire que il n'y a qu'un modèle, une catégorie, tout comme on doit remplir les critères. Voilà. Par exemple, on peut tracer le modèle de Bob et d'Alice qui ont une dépression. Ce n'est pas le même. On a rentré les signes du DSM. Hein, on ne crache pas sur les 2000 ans d'histoire qui ont ancré la schizophrénie dans la réalité, c'est-à-dire dans la réalité psychiatrique. Bien sûr qu'il y a une entité qui s'appelle schizophrénie. Je dis juste que la manière de classer, elle est différente. D'accord? Donc, on réutilise cette réalité. Il y a une réalité dans la schizophrénie. Oui, il y a les points bleus, c'est quoi? Bon, enfin là, c'est la dépression. Donc, oui, dans la dépression, il y a des points rouges. Oui, dans la dépression, il y a des points bleus qui sont des troubles anxieux. Vous voyez déjà là, la comorbidité. On met ensemble les troubles anxieux et la dépression. Et oui, on voit que les réseaux ne sont pas les mêmes en fonction de deux personnes. Ça permet de prendre en compte aussi des caractéristiques. En haut, il y a 185 personnes autistes, et en bas, 107 personnes autistes avec déficience. Le réseau n'est pas du tout le même. On voit que ce qui interagit sur quoi, on voit que la catégorie n'est pas la même quand on a de l'autisme ou non. C'est beaucoup plus dynamique. La question est, veut-on prendre ce réseau comme modèle prototypique de la maladie? Ça, j'en parle pas aujourd'hui. Alors, troisième exemple, c'est que si on prend ici, encore une fois, la dépression, eh ben, on peut y ajouter de la génétique, des caractéristiques morphologiques, et puis des échelles de psychométrie. Donc vous voyez, on a différentes échelles, comme je vous le disais tout à l'heure, de la psychométrie, de la neurocognition, neuropsychologie, cellulaire, génétique, au sein d'une même classification. Et en termes de traitement, ben regardez ce qu'on peut faire. On a un réseau, là, d'un certain nombre de patients, 10 patients, dans chaque réseau 10 patients, et il y a un carré en bas qui agit à partir du temps 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 moments, et on voit sur quel symptôme ça agit ce carré. Et bien ce carré, c'est la TCC. Donc on fait la TCC, on voit sur quel symptôme ça agit. Donc en fait, on est en train de comprendre sur quoi on agit en regardant le réseau. Et on voit que le réseau, il se modifie. Donc il est beaucoup moins marqué au début qu'à la fin qu'au début. Voilà, ça c'est un autre réseau que j'ai fait personnellement sur donc un réseau orienté sur des caractéristiques
de neurocognition. Donc on prend les tests au bilan neuropsychologique et on comprend, on voit sur quoi agit la remédiation cognitive. Alors, j'ai presque fini. Ma question est donc, on a été très pluraliste, on a accepté des étiologies très différentes, on a composé avec les probabilités, on accepte qu'il y a une dynamique, on voit du cas par cas, très bien. En fait, il y a plein de limites à ça, vous en doutez bien. Est-ce qu'on est prêt à adopter un réseau par patient? Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos catégories psychiatriques? On est prêt à changer notre langage? Je pense que c'est pas le but, et que ces réseaux nous montrent autre chose, qu'il faut savoir les prendre, que le DSM ne va pas disparaître, mais il peut s'hybrider. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une hybridation, voire une contamination des réseaux dans le DSM, sachant que à cause des réseaux, le DSM n'est plus athéorique. Hein. Il n'est pas athéorique vis-à-vis des réseaux. Il est peut-être vis-à-vis de la psychanalyse, mais en tout cas, quand on a une obsession, on a une compulsion, l'un agit sur l'autre. Bon, on va pas rentrer dans ce débat. Mais en fait, bon, pour l'instant, la nécessité pratique au quotidien des réseaux, elle reste à démontrer. Alors, si on fait le point, quand on regarde les différentes classifications que je vous ai citées, si on reprend, on va dire, 3 principales, une classification du DSM sémiologique, une classification des RDoC basée sur des caractères neuroscientifiques, une classification basée sur des caractères statistiques, on voit qu'elles peuvent être entrées en cohésion au sein de modèles qui sont dits pluralistes et en utilisant les symptômes au sein de modèles causaux, donc d'une théorie des réseaux de la psychopathologie décrit par Borsboom. Alors, nos croyances, nos représentations, elles dépendent de la reconnaissance vis-à-vis de tous les modèles du monde qui nous entourent. On doit reconnaître qu'il existe différents modèles. C'est une nécessité éthique, épistémologique. On doit reconnaître qu'il y a plusieurs façons de concevoir la psychiatrie. Maintenant, regardez, pourquoi je vous mets ça? Pourquoi, bim, je vous mets cette blackout window? Parce qu'on a un congrès sur les croyances. Et en fait, vous vous êtes fait avoir d'une certaine manière parce que je vous ai présenté un nouveau modèle, un modèle très séduisant qui allie du pluralisme, de la science, qui accepte la narrativité, qui retourne à la clinique. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pu croire à ce modèle intégratif. Alors, moi le premier, j'y crois. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Mais avant ça, je pense que cette présentation, elle doit servir à développer son esprit critique. Il ne faut pas croire aveuglement. Et j'aurais voulu être un grand prof, en fait. Un grand prof très écouté, parce que vous m'auriez encore plus écouté. Mais là, si vous avez eu l'impression de tout comprendre, ou pire, si vous avez eu l'impression de ne pas tout comprendre, c'est pas pour ça que vous avez saisi la portée et les implications. DSM-3, quand il a été créé, en 80, il y a eu énormément de regrets sur les implications qu'il a eues et qui n'étaient pas prévues. Spitzer et d'autres concepteurs, et puis Anne Frances, tout ça, plus tard pour les SM4, ils se sont mordus les doigts de certaines choses qu'ils avaient créées à travers leur outil cet outil de travail. Voilà, donc pour ne pas foncer dans la radicalisation, il faut garder son esprit critique. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est vrai que toutes ces classifications, c'est que des boîtes à outils, des modèles. Et ce qui est important, bien sûr, c'est le monsieur qui rentre, ou la dame qui rentre dans votre bureau, qui vous serre la main, que vous voyez. Et c'est lui qui doit vous dire n'hésite pas à prendre de la distance. On utilise des classifications inconsciemment. Pour la plupart d'entre nous, on utilise une classification DSM inconsciemment. Je dis DSM, bien sûr que non. Vous n'utilisez pas le DSM en le lisant. Qui ici a lu le DSM? Mais je dis juste, on utilise le système du DSM avec des variables latentes, inconsciemment. Et ne pas s'en apercevoir, c'est une faute éthique. Voilà. Donc, prenez vos boîtes à outils, regardez ce qu'il y a derrière, et lisez. Par exemple,
un article pour faire chez vous d'un Bordelais, Monsieur Micoulot Franchi, un article d'un autre Bordelais, puisque vous êtes la ville, l'épicentre français, voire international de la philosophie de la médecine, Maël Lemoine, un prof d'épistémologie de Mazeux, qui est également à Bordeaux. Et enfin, nous avons à Lyon, tout de même, une chercheuse qui a écrit ce livre avec Maël Lemoine, mais quand même, Élodie Giraud, que je vous conseille très fortement de lire et qui remet en place toutes ces théories et ces modèles classificateurs. Voilà. Bon. Alors, je vous donne un exemple très simple pour comprendre ça. Ça, c'est vous. S1, 2, 3, 4. C'est vous avec toutes vos propriétés. C'est des propriétés, par exemple, de sommeil. Le sommeil, c'est S1, et la concentration, c'est S2. Et S3, c'est que vous aimez les bananes. Et bien, quand vous avez un événement extérieur qui arrive, environnement, là en bas, il agit sur la concentration et sur le sommeil. Qu'est-ce que ça fait? Ça agit que sur ces deux trucs. Sauf que, quand vous êtes moins concentré, vous avez moins de sommeil, vous mangez moins de bananes. Vous voyez, S3 est touché, donc vous mangez moins de bananes, vous épluchez moins vous faites moins de déchets. Vous voyez que là, même quand E1 disparaît, en fait, la concentration et le sommeil continuent à être diminués, et la diminution de consommation de bananes continue également. Donc vous voyez que si c'est un état de stress post-traumatique, ça marche plutôt bien. Un événement extérieur, il agit sur deux symptômes, et ces symptômes se propagent dans le réseau. Il y a ce qu'on appelle dans cette théorie une hystérésie, c'est-à-dire le réseau est figé. Il y a une sorte d'absence de souplesse, de dureté de personnes avec des critères qui sont très proches de ce qu'on voit en clinique, et ce, malgré la disparition de l'environnement. Donc en fait, ça redéfinit même la santé mentale comme l'état stable d'un réseau faiblement connecté. Faiblement connecté, ça veut dire que si là c'est un facteur de dépression, E1, si il est très fort, il agit sur tout le réseau, ça s'appelle une dépression. S'il agit pas très fort, il agit que sur les symptômes qui n'activent pas tout le réseau, c'est juste une tristesse normale. Et ça permet d'éviter de pathologiser un certain nombre de patients. Alors, on va parler un peu de la pertinence de ce réseau en pratique après, mais je m'appelle Christophe Gau, donc je suis interne, et je voulais vous parler aujourd'hui des classifications, parce que c'est un sujet que j'ai envie de traiter à l'interface de l'épistémologie, de la médecine et de la biologie, donc il ne faut pas s'attendre à des réponses qui vont être très informatives, ou alors il faut plutôt regarder cette présentation comme on écoute un débat éthique. L'idée, c'est que, par exemple, si on choisit un dessert, on va le choisir parce qu'il fait plaisir ou parce qu'il ne fait pas grossir. Donc en fait, quoi qu'on fasse au quotidien, on classe les objets, on classe les choses, on classe les gens, et on divise ou on rassemble, c'est la définition de la classification, et en fait, on ne peut pas ne pas classifier. Et en psychiatrie, c'est d'autant plus vrai qu'on s'attache à classer des humains, et on ne peut pas rester indifférent face aux propriétés et à ce qu'ils nous renvoient. Alors, quand j'utilise le mot classification, en fait, c'est au sens d'un modèle, c'est-à-dire d'un ensemble fini d'entités qui sont contenues dans un modèle, un système de critères. Et donc, il y a des critères qui font que chaque entité appartient à ce modèle. Un ensemble de classifications ou de modèles, ça s'appelle une théorie, c'est la définition. Une théorie, elle obéit à des lois, les lois de la nature. Et chacune de ces lois répond à un style de pensée. On peut dire par exemple qu'il y a les littéraires et les matheux, c'est des styles de pensée différents. Ils vont obéir à des lois différentes pour expliquer le monde ou comprendre le monde. Et
Il manie donc des modèles, des classifications, des taxonomies, des nosologies, je les emploie comme synonymes pour faire simple, qui reflètent un peu leur manière de penser. Donc en fait, la manière dont on classe, c'est un peu notre manière de penser. Et ça, c'est important parce que ça permet de travailler dessus. Travailler sur la manière de penser des neurosciences et de la psychanalyse, c'est bien, d'accord, mais c'est flou. Manière de penser, c'est large. Prendre comme objet les classifications, ça permet de comprendre, ça permet de classer les gens. Et en fait, en psychiatrie, c'est d'autant plus vrai qu'il y a un but, c'est de comprendre le patient, expliquer sa maladie, mais il y a aussi la communication entre pairs qui est nécessaire. Il faut sortir la tête du guidon, il y a le patient, il y a aussi la communication avec les autres qui permet de travailler en équipe, mais qui permet aussi d'avancer dans le progrès de la psychiatrie. Et ça implique aussi que la société, l'économie de la santé, les politiques, l'éthique vont être impliqués dans ce mécanisme classificatoire. Donc voilà, j'utilise les classifications un peu comme comment on appelle ça, un conflit d'intérêts. Je dévoile mon conflit d'intérêts lorsque je dévoile la classification que j'utilise.